voie cyclique. La voie cyclique, une autre façon d'atteindre l'illumination, qui sait. Tout ça à bicyclette. En vérité, je n'en savais rien lorsque j'ai commencé ce périple, il y a bien des années. Oh, bien sûr, la montagne, j'en rêvais toujours. Grimper, m'élever, me hisser au-dessus de la mêlée, contempler le monde de là-haut. La montagne, je l'avais connue bien auparavant. Je l'avais courue en tous sens, seul ou avec des compagnons de cordée, sous toutes les formes. Escalade, haute montagne, randonnée, canyoning. Et puis voici qu'apparaît au milieu des années 80 ce merveilleux vélo de montagne, rebaptisé depuis VTT, la plus belle invention de l'homme depuis la paire de chaussures. Ces fameux chemins de montagne que j'avais tant sillonnés à pied, ils pouvaient être à présent parcourus à vélo avec bien moins d'efforts, une plus grande autonomie et des sensations incomparables. Je crois bien que je tenais là l'arme absolue du voyage en autonomie. C'est ainsi que je suis devenu cycliste oblique. 30 ans après, je n'ai toujours pas changé d'avis. J'étais sensiblement plus jeune et nos premières équipées avaient un côté franchement artisanal. Notez s'il vous plaît le sac à dos en travers du porte-bagages, les sacoches pour le chien. Allez, premiers essais du vélo, direction les Pyrénées, mon premier terrain de jeu. J'y fais la connaissance de Francis dont je vous reparlerai. Objectif avec le vélo, la brèche de Roland, 2800 mètres. Tout à fait déraisonnable. Faut-il préciser que les deux compères ont fini avec le vélo sur l'épaule? 2 ans après, changement radical d'ambiance. Direction le sud marocain, 48 à l'ombre. J'ai confectionné pour l'occasion une outre de 10 litres qui se place à l'intérieur du cadre. Notre consommation, 10-12 litres d'eau par jour. Je me suis équipé d'un superbe chèche en coton de 5 mètres de long. L'ami Francis, lui, marathonien, a choisi une tenue plus sportive. Et les voici donc, les 2 pieds nickelés du vélo de montagne, sponsorisé par une marque de cycle française, lancé cette fois-ci à la conquête du Toubkal, 4167 mètres, point culminant de l'Atlas et de l'Afrique du Nord. Des rencontres humaines inoubliables. Ici des jeunes, à la terrasse d'un café. Ici Mohamed et son mini-vélo qui aimerait tellement faire la route avec nous. Là encore, tous les enfants du village qui nous accompagnent pour notre départ. Village solaire, étagé à flanc de montagne, Casbah de Pizé, à la fois forteresse, greniers à blé, habitation. Mais très vite, passé les derniers hameaux, franchi le dernier ermitage, au flanc de la paroi, il va falloir s'élever, pédaler, pousser, porter les vélos avec les encouragements goguenards des muletiers qui ont choisi un autre moyen de transport. La montagne ne ressemble pas du tout à nos fantasmes d'Européens. Pas d'arbres, pas d'eau. Des paysages d'une beauté géologique minérale, brute, une ambiance de commencement du monde. Nous finissons par gagner le refuge à 3200 mètres. Les guides marocains sont épatés par notre ascension. Bel hommage, mais demain nous attend le plat de résistance. 4 heures de poussée de portage dans des pierres instables entre 3 et 4000 mètres. Nous porterons nos vélos comme un humble hommage aux djinns, aux divinités montagnardes qui gardent le col, que nous finissons par atteindre à 3900 mètres. Allez, encore quelques derniers efforts, et c'est le sommet. Merci Sidi Toubkal de nous permettre d'être là. Nous touchons du doigt notre rêve, et la photo nous cueille au sommet, un peu étourdi d'être parvenu. La descente s'avère un moment d'anthologie après tout. Une montagne a 2 sens, la pente vaut aussi bien pour la descente que pour la montée. 2700 mètres de dénivelé, parmi des blocs de la taille d'une boîte à outils. C'était la nuit, sous la pleine lune,
que nous parvenons au village le soir de l'Aïd Kébir. Danse, chant toute la nuit. Nous nous sommes endormis, terrassés de fatigue sur nos terrasses, où le lendemain, une mère anonyme nous offre un magnifique déjeuner, à moins que ce ne soit le Seigneur Toukal lui-même. Changement de décor. En route pour la Sicile où j'ai rendez-vous avec un autre grand seigneur, Messire Etna lui-même, le plus grand volcan d'Europe, 3300 et quelques mètres. Il est vrai que sa hauteur change tout le temps au rythme de ses éruptions. Après un voyage éprouvant en train de 2 jours et une nuit, je finis par parvenir à Taormina, magnifique cité touristique et d'histoire, nichée au fond de la baie. Mais je scrute déjà là-bas le monstre assoupi qui fume nuit et jour. Une fois de plus, je tournerai le dos à la Méditerranée pour reprendre le chemin des montagnes. La route s'arrête vers 1800 mètres. Au-delà, c'est une piste noire dans un paysage dévasté et lunaire. Peu à peu, le brouillard tombe, les couleurs disparaissent. Je suis tout seul désormais. J'évolue à présent dans une ambiance de fin de monde. Les seules taches de couleur qui subsistent sont les panneaux qui annoncent les stigmates d'une éruption récente. Je passerai une des nuits les plus longues de ma vie dans les ruines de la station supérieure du téléphérique détruite par une coulée de lave. Le tout rythmé par les grondements ininterrompus du dragon. Au matin, spectacle en technicolor. Le fauve ne m'a pas dévoré dans la nuit. Il continue à cracher au ciel ses panaches de fumée de soufre et d'hydrogène sulfuré. Des gaz brûlants qui rampent à même la terre. Au-delà de la côte de 1920, l'accès est strictement interdit, pour des raisons de sécurité évidentes. Je trouve pourtant 2 Italiens qui vont braver comme moi l'interdit, et nous allons gravir ensemble les derniers 400 mètres. Le spectacle est épouvantable. Nous sommes penchés presque à l'aplomb de la gueule du monstre, plus d'1 kilomètre de diamètre pour la bouche principale. Je vais laisser mes 2 compagnons et je m'élève encore jusqu'au plus haut, au-dessus de la bouche béante. Ce n'est pas pour rien que les anciens avaient placé là l'entrée principale des enfers. Moment de paix provisoire. Aux téméraires, le ciel offre en récompense un panorama qui embrasse la moitié de la Sicile. Comme Ulysse, je continue mon tour de la Méditerranée. Cap sur l'îlot de Stromboli, où m'attend une autre montagne vivante. Au cœur des îles éoliennes se dresse une île volcan, un des plus actifs du monde. Au pied, le village de Pichita, paisible malgré la menace permanente. Mon hôte m'explique que le volcan, c'est comme un homme, quand il pète, ça montre qu'il est en bonne santé. S'il s'arrête, il est constipé et c'est mauvais signe. Je partirai avant l'aube, furtivement, comme un voleur de paysage, sur un sentier qui est interdit aux piétons. Pour les vélos, on n'a même pas besoin d'interdiction. La montée, 940 mètres depuis le niveau de la mer. Le soleil vient me rejoindre à mi-pente sur cette longue coulée noire de lave refroidie. La montée s'accompagne d'explosions. Le monstre crache à intervalles réguliers. Contrairement à l'imagerie populaire, le cratère ne se trouve pas au sommet, mais un peu au-dessous, si bien que l'on peut s'élever au-dessus du volcan pour jouir du spectacle.
Ultime cadeau, le Stromboli m'offre la dernière crête sommitale. Qui peut se grimper à vélo, debout sur les pédales? Toucher du doigt le but, atteindre l'objectif fixé, même s'il peut apparaître déraisonnable aux yeux de la plupart de mes contemporains. Aussitôt le chapitre italien terminé, je propose aux gars de mon club l'ascension du Canigou, toujours à vélo. Moi, ça fait partie de mon programme. Eux me disent, écoute, c'est bien la première et la dernière fois qu'on t'accompagne dans tes délires. La prochaine fois, tu iras tout seul. Et c'est donc tout seul que je vais me frotter cette fois-ci au Mont Olympe, en Grèce, la montagne des dieux. Quand on a pour objectif le tour des sommets méditerranéens, on commence invariablement par partir du niveau de la mer. Je retrouve mes automatismes sur les pistes grecques, que j'ai déjà sillonnées à plusieurs reprises. Cette belle langue chantante. J'ai dû être grec dans une vie antérieure. Demain sera notre jour. Oui, le nord de la Grèce, où m'attend le Mont Olympe, de 1917 mètres. Et moi je vais grimpant sur le sentier des mules, tantôt roulant, tantôt poussant. Pèlerin sans croix, pèlerinage sans sanctuaire. En refuge, je fais la connaissance d'un type étonnant qui deviendra un ami par la suite. Frank Van Rijn, globe-trotter hollandais. Aujourd'hui plus de 500 000 km à vélo, dans les pattes avec son Barda qui pèse 62 kg. Lui, laisse son vélo au refuge, pas si bête. Quand je lui décris mon plan, il me dit « Oui, bien sûr, un vélo. Pourquoi pas un téléviseur ?» Il est vrai que la pente est sévère, et l'arête avant le sommet plutôt aigu. Je suis parti très tôt avant tous les marcheurs, et les chamois s'enfuient à mon approche. Olympe, pays des dieux, trône de Zeus. Au sommet, grâce fugitive, plénitude de l'instant. Je reviendrai en Grèce quelque temps après, avec celle qui est devenue ma femme depuis, en Crète précisément, avec un nouvel objectif, le mont Ida, point culminant de l'île, où selon la légende aurait vécu Zeus enfant. Toujours ces paysages de cartes postales, le soleil, la mer, un peu cliché, mais qui tendent les bras aux cyclistes que nous sommes, même si la sieste est obligatoire à partir de midi. Ensuite, peu à peu, de longs rubans de goudron brûlant qui, virage après virage, nous font tourner le dos à la mer, à ces mirages faciles pour nous frotter à ces territoires de caillasses et d'herbes brûlées, une Méditerranée âpre des origines, austère et aride comme tous les commencements. Je ne trouverai pas le sommet du mont Ida. Trop compliqué, aucune indication, plus rien à manger, pas d'eau. Faut parfois apprendre à faire demi-tour. Après tant d'années, je continue mes sommets. Élévation païenne. Chercher à comprendre. Cette fois-là, c'était au Mont Ventoux. En tricycle. Ainsi se dessine, année après année, sommet après sommet, une géographie verticale, pour lutter contre la pesanteur qui nous menace tous. Un réseau de mythes, de légendes, d'histoires personnelles qui se tissent peu à peu, qui prennent sens et n'appartiennent qu'à moi. Je n'ai jamais vraiment cessé ma quête. Cette fois-là, c'était au Puy de Dôme que je hissais ma bécane, par le sentier des muletiers, s'il vous plaît, ou bien suivre le cours des fleuves, depuis la naissance au moment du glacier jusqu'à la mer. Maintenant, il est temps de tenter de répondre à la question « Pourquoi diable monter là-haut ?» alors qu'on serait si bien sur la serviette à gratter le ventre des cigales.
René Daumal, dans son mot analogue, parle d'un voyage symboliquement authentique. Moi, j'avais envie de partir pour un voyage authentiquement symbolique. Rester ici, c'est vieillir, c'est devenir prévisible. Moi, je voulais me surprendre. Il me fallait hisser mon corps d'homme, voir si les hommes d'aujourd'hui ressemblaient à leurs mythes. Là-haut, j'ai rencontré des dieux, des déesses, des légendes, des génies, des divinités en tout genre. Ils m'ont tous parlé de la montagne qu'ils habitaient, des zones des plaines. Ils m'ont paru un peu regretter les anciens rites dont ils faisaient l'objet. Ils ne m'ont pas parlé de moi. Ils m'ont juste dit ce que tu cherches est encore là-bas, derrière le prochain horizon. Ils m'ont juste dit viens nous revoir de temps en temps. On a plus que jamais besoin de fous et d'hommes qui rêvent debout.